Salut à tous et bienvenue sur cette quatrième vidéo. Alors aujourd'hui j'ai essayé de faire un format très court, c'est juste pour présenter quelques astuces en vrac. C'est des trucs que j'ai découverts en jouant ou dans des contenus de différentes vidéos et qui m'ont semblé sympas. En tout cas j'étais très content quand je les ai découverts, donc voilà, je vous les partage aujourd'hui. Alors rapidement le déroulé de la vidéo. Donc d'abord quelques astuces in-game pendant que vous êtes sur les tables. Je vous ai listé aussi quelques-unes des peurs que j'ai eues au poker. Je pense que c'est intéressant de savoir quelles peurs on a pour identifier les peurs que les autres joueurs peuvent avoir. Ensuite, deux astuces en dehors des tables, et on conclura cette vidéo. Alors, pour les astuces in-game, la première serait de pas se dire en fait que les adversaires ont toujours tous les as, surtout quand ils ouvrent. Je sais que c'est quelque chose que j'avais beaucoup au début, que j'ai plus du tout, où j'avais tendance à me dire, bon, il a ouvert, il y a un as qui sort, il a toujours l'as, donc je vais me coucher direct. Euh, Après, je pense que ça dépend les personnes. Au départ, j'étais peut-être un petit peu trop tight, donc selon votre profil, vous allez pas forcément vous dire ça, mais moi, ça me le faisait beaucoup. Et du coup, j'ai travaillé beaucoup mes fréquences pour m'aider sur ce sujet, c'est-à-dire de voir quand c'est un open du cutoff, quelle est la proportion d'as qu'il va avoir, la proportion de Broadway, les choses comme ça. Et du coup, ça permet de se dire, ben voilà, quand il arrive un flop, il a un as que 15% du temps. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions et d'enlever cette peur au final. Alors la deuxième chose, ça va être de souvent mettre le deuxième barrel. Alors évidemment, il faut bien choisir ses profils, pas faire ça contre des calling stations, mais beaucoup de joueurs, surtout sur les basses limites, alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je joue entre, enfin j'ai joué des 50 centimes, là je joue entre les 2 et les 10 euros, donc des basses limites, et là beaucoup de joueurs en fait vont trop payer le c-bet, et à l'inverse trop fold à la turn. Donc du coup, quand vous mettez juste un barrel en c-bet, surtout quand vous êtes en bluff et que vous abandonnez à la turn, je pense que c'est assez EV-. Il faut vraiment plus faire l'inverse, limite overbluff sur ses limites. C'est mon impression, après à prendre avec des pincettes. Euh, mais en tout cas, le deuxième barrel marche souvent. En tout cas, il faut toujours le considérer comme une option. Il ne faut pas juste se dire, allez, je vais bet maintenant et ensuite je vais arrêter. Je vois aussi beaucoup de joueurs face à moi qui c-bet uniquement le flop. Ils ont des mains qui sont super à 2 ou 3 barrels, et très souvent ils abandonnent. Dès qu'ils n'ont pas fait coucher sur une street, ils arrêtent. Et je pense que c'est assez mauvais. Troisième chose, ça va être de toujours penser à deux actions en même temps. Alors de manière générale, c'est toujours bien d'anticiper les streets suivantes, euh, mais au départ, c'est pas évident, et surtout, enfin, penser deux ou trois streets à l'avance, c'est très compliqué. Mais déjà, commencer à prendre l'habitude quand on prend une décision de se dire, je vais check call, ou je vais check fold, je vais bet fold. Ça permet déjà de commencer à anticiper, et prendre cette habitude-là, c'est vraiment super. Moi, ça m'a énormément aidé. Alors on continue avec deux autres petites astuces in-game. Alors c'est important de regarder les sizings. Alors je vois plein de joueurs qui manifestement ne regardent pas les sizings pré-flop notamment, alors que ça donne beaucoup d'indications. À l'inverse, il ne faut pas ne se fier qu'à ça. C'est-à-dire moi j'ai eu tendance à faire des folds beaucoup trop tight ou des calls beaucoup trop loose, simplement parce qu'il y avait un sizing un petit peu différent. Euh, alors c'est une indication qui est très précieuse. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer radicalement ses ranges. Donc si on a un read comme quoi un adversaire qui open un peu plus cher va avoir en général une main un peu plus forte, on peut éventuellement moins défendre son bad range, mais ça ne veut pas dire qu'il faut fold 50% des combos qu'on va défendre habituellement. Euh, et le dernier, mais qui est pas le moins important, loin de là, c'est de slow play un minimum. Euh, J'avais tendance à slow play beaucoup au début, j'ai vu beaucoup de joueurs, et je vois encore beaucoup de joueurs qui slow play beaucoup. Euh, et je pense qu'on perd énormément de value, surtout sur ses limites. Moi, j'ai été surpris et je suis toujours surpris de où on peut trouver de la value. Il y a beaucoup de joueurs qui payent avec des mains, mais que moi je juge improbables. Et du coup, quand on check et qu'on essaye d'induce un bluff, surtout sur des fields où les adversaires vont très peu bluffer, en fait, on perd énormément de value. Alors oui, une fois de temps en temps, le fait d'avoir checké deux fois Brelan qu'on a flopé par exemple, bah, ça va permettre de prendre un tout petit peu plus que si on avait misé. Mais sur le long terme et sur le nombre de mains, c'est tellement marginal que c'est beaucoup plus de V+, de miser régulièrement. Et ça permet de plus facilement bluffer. Aussi, quand on garde une agressivité en value, ça permet de garder une agressivité en bluff, donc c'est super important.
Alors ensuite, je vous liste, comme je disais, quelques-unes des peurs que j'ai pu avoir. Alors bien évidemment, c'est des peurs que je n'ai plus. Des fois que je rencontre certains d'entre vous aux tables, vous pouvez toujours essayer d'exploiter celles que je vous liste ici, mais rassurez-vous, maintenant je suis plus exploitable là-dessus en tout cas. Euh, alors ma première, c'était d'avoir beaucoup de joueurs dans le pot. Je trouvais ça super inconfortable dès qu'il y avait 3 joueurs ou plus. Je trouve toujours pas ça génial. Et c'est très fréquent sur les petites limites où beaucoup d'adversaires ont tendance à beaucoup trop payer pré-flop. Du coup, comment j'ai résolu ça? J'ai commencé à isoler beaucoup plus. Donc il y a vraiment que mon bas de range que je vais pas toujours isoler, encore ça dépend des fois. Et je me suis fait une raison en me disant que voilà, on est 3, 4, c'est comme ça. Je vais du coup plus souvent perdre le pot que si on était en heads up. Mais dans tous les cas, mon play pré-flop est bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une autre peur que j'avais, c'était de me faire outplay par de meilleurs joueurs. Euh, et du coup, j'adaptais mon jeu, mais de façon complètement incohérente. Des fois, j'étais trop agressif, ou je payais beaucoup trop loose, parce que j'avais l'impression que j'allais toujours me faire bluffer. Euh, alors ça, j'ai pas vraiment d'astuce pour enfin une astuce technique en tout cas pour avoir progressé là-dessus. Je pense que c'est à force de jouer et à force de conscientiser en fait que il y a un bon joueur. euh, du coup, je vais peut-être faire une connerie. Une fois qu'on s'en rend compte et qu'on le conscientise, ça permet de jouer son poker standard, quoi. Et après, si on se fait outplay, on se fait outplay. Hein. S'il est meilleur que nous, forcément, il va réussir à nous outplay. Mais c'est pas une raison pour jouer un jeu différent qui va nous mettre dans des situations complètement dégueulasses. Enfin, moi, en tout cas, qui m'a mis dans des situations complètement dégueulasses. Alors, troisième peur, ouais, me faire 3 bêtes ou reshove quand j'open. Là, j'ai refait un gros travail. Quand je voyais que c'était trop prégnant, j'ai refait un gros travail sur mes ranges d'open et de call. Du coup, pour être plus équilibré et du coup être beaucoup plus à l'aise quand je dois fold. Donc maintenant, ça me pose plus aucun problème. C'est jamais plaisant, évidemment, quand on ouvre, surtout quand on a 25 bébés, par exemple. Ouvrir et se faire reshove en sachant qu'on va fold, c'est jamais plaisant. Mais je suis à l'aise parce que je sais que mes ranges, maintenant, sont construites d'une manière qui me satisfait. Alors, elles seront jamais parfaitement construites, mais du coup, j'ai aucun problème à fold, j'ai aucun problème à 4 bêtes, et j'ai aucun problème à call, parce que voilà, je sais comment mes ranges sont construites, et je suis à l'aise avec ça. Donc, du coup, c'est le fait de travailler son jeu qui va permettre d'être plus à l'aise. Alors ensuite, ça oui, c'est une peur que j'ai eue pendant assez longtemps, le fait de perdre des blindes. En fait, je m'en suis rendu compte parce que je défendais mais vraiment pas assez ma big blind. En fait, j'avais pas envie de payer juste pour avoir une demi-blinde, une blinde ou 2 blindes de moins. Et du coup, en fait, j'ai réussi à résoudre ça en arrêtant de regarder le prix à payer comme des blindes qui venaient de mon stack, que j'allais perdre. Alors évidemment, c'est des blindes qui viennent de mon stack, mais, euh, mais juste comme un ratio qui me permette de gagner plus. Et en fait, j'ai commencé à voir les jetons payés comme une opportunité de monter mon stack pour la table finale. Euh, et ça m'a vachement débloqué, ça m'a vachement aidé. Après, évidemment, dès que vous travaillez, alors sur ce sujet ou un autre, dès que vous travaillez ce sujet, c'est important de bien mesurer les résultats des changements que vous opérez. Parce que moi, juste après ça, j'ai eu tendance pendant 2-3 sessions à beaucoup trop payer parce que du coup les jetons, j'y accordais quasiment plus d'importance. Bon, faut pas tomber dans l'extrême inverse bien sûr quoi. Mais malgré tout, cette astuce mentale à la con, ça m'a permis de débloquer pas mal ma défense de blinde. Ensuite, me faire bluff si la flush rentre. Donc ça, c'est une peur que j'ai eu assez longtemps aussi, mais je pense que je vois énormément de joueurs avoir aussi de la manière dont ils jouent quand il y a une carte qui fait potentiellement rentrer la flush. Les joueurs deviennent de suite très très frileux. Moi, j'avais notamment beaucoup tendance à trop miser pour bloquer un bet adverse. Et du coup, en fait, à force de travailler mes fréquences et de me rendre compte que les flushs, ça arrive très très peu souvent, et en même temps de me forcer à payer certains spots de bluff qui me semblaient obvious chez Vilain. Je me donnais des objectifs par session 1 ou 2 fois, je me force à payer un spot où je me dis là vraiment il peut avoir beaucoup de bluff. Et du coup quand on en fait 1, 2, 3, alors évidemment des fois il a la flush, ce qui est normal, mais voilà, quand 1, 2, 3 fois vous payez, vous vous êtes rendu compte qu'il bluffait. Enfin moi en tout cas ça m'a complètement débloqué par rapport à ça, et j'ai plus du tout peur quand la flush rentre.
Encore une fois, c'est pas pour ça que c'est agréable quand on a, admettons, top 2 avec un flush draw flop qui a la carte de la flush qui rentre à la turn. On n'est jamais ravi, mais malgré tout, une fois que la peur est passée, on va jouer notre jeu normalement, presque comme si la flush n'était pas rentrée. Je dis bien presque, c'est une vue de l'esprit. Ensuite, oui, ça c'est une peur que j'ai résolue récemment, et là du coup je suis super à l'aise avec ça, donc je suis très très content. C'est que j'ai eu beaucoup peur de faire folder les adversaires quand j'ai une grosse main et que je mise. Et du coup j'avais tendance soit à pas assez miser, soit à faire des sizings trop petits. Et en fait, à force de travailler mes sizings et mon jeu en dehors des tables, et du coup, quand on reprend une main par exemple, de se dire, ben voilà, là, je vais miser tant parce que je vise, j'ai envie de me faire payer par les rois par exemple, et de voir que je vais value un grand nombre de combos et pas d'autres, et de comparer en fait les différents scénarios et de voir que celui-ci est plus EV+, en fait, il n'y a plus du tout la peur que vilain fold, parce que je sais très bien que dans certains cas, il va coucher un certain nombre de mains, c'est prévu. L'important, c'est de prendre un maximum sur les combos que j'ai jugé pertinent de valoriser. Alors, c'est pas pour ça, évidemment, que je value bien tous les spots, parce que je suis pas assez bon du tout, mais malgré tout, à force de travailler le jeu, ça m'a permis de plus avoir cette appréhension. Alors, 3 dernières peurs. Alors, les 2 premières sont assez liées. C'était de payer tout mon tapis à la river, ou de mettre tout mon tapis sur un bluff. Bon, ça, je pense que c'est une peur que beaucoup de joueurs ont. Et en fait, pour les deux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, pareil, je me suis donné quelques objectifs par session, de prendre des spots faciles mentalement, soit pour payer tout mon tapis, soit pour faire un bluff qui impliquait tout mon tapis. Donc forcément, à force de le faire et de voir que ça marche, évidemment, il faut mesurer les résultats, donc il faut attendre un petit moment avant de voir si c'est EV+ ou pas ce qu'on fait. Mais malgré tout, le simple fait de le faire 2-3 fois, moi, ça m'a vachement débloqué. Et petite astuce mentale qui, moi, m'a été utile en tout cas, c'était de me demander si, par exemple, pour payer tout mon tapis river, me demander si j'aurais payé la même somme si j'avais encore 100 big blind derrière. Et ça, pareil, ça débloque parce que c'est la peur de payer tout le tapis river, c'est juste la peur de bust du tournoi. Mais si on raisonne en maths pur, si on a les cotes, il faut toujours payer, peu importe le nombre de stacks qu'on a derrière. Alors, plus ou moins certaines considérations, des fois quand on est proche de la table finale, il y a l'ICM, des choses comme ça. Mais malgré tout, ça reste une astuce qui permet pas mal, moi en tout cas qui m'a permis pas mal de me débloquer là-dessus. Et la dernière peur, c'est que les joueurs aient un monstre dès qu'ils raise à la river. Et ça, c'est marrant parce que c'est une conviction, c'était ancré en moi pendant des mois. Et je sais pas pourquoi c'était ancré en moi en fait. Et alors même si c'est vrai que sur les limites auxquelles je joue, les gens ne bluffent pas assez, malgré tout, le fait qu'ils aient un monstre dès qu'ils raise river, je m'en suis rendu compte en fait en revoyant mes stats et en reprenant toutes les mains où vilain avait raise river et de voir les mains qu'il avait. Et en fait, je me suis rendu compte que non, plein de fois, ils avaient pas du tout les papiers. Et du coup, c'est très chouette parce que là, ça m'a permis de débloquer le truc, de commencer à prendre des spots et de me rendre compte que des fois, c'était bon. Après, encore une fois, il faut toujours trouver la bonne mesure. Alors juste 2 petites astuces pour Winamax uniquement, en dehors des tables. La première, c'est de bloquer l'enregistrement de ses statistiques sur Sharkscope. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert début janvier, je crois. Donc ça évite que toutes les parties que vous jouez soient enregistrées et restituées sur Sharkscope. Donc ça évite de donner des informations aux adversaires. Et la deuxième, c'est de masquer le nombre de tables que vous jouez en même temps. Et ça a la même logique. Il y a certains joueurs qui vont essayer de déterminer si vous êtes un bon ou un mauvais joueur en fonction du nombre de tables et des tournois que vous êtes en train de jouer, selon leur buy-in, les choses comme ça. Donc si par exemple vous jouez 2 kills the fish à 2€, ça va être assez facile de savoir que vous n'êtes pas un excellent joueur. Donc du coup, le fait de masquer cette information, ça permet d'éviter ça. Alors, il faut aller pour ça sur le site de Winamax, se connecter. Et vous allez donc sur mon espace perso, paramètres du compte, paramètres de confidentialité. Et ensuite, donc, vous allez arriver sur cette page et vous avez 3 options. Donc la première, cacher mes parties aux autres joueurs, ça permet qu'ils évitent de voir les tables que vous êtes en train de jouer.
Et la dernière, apparaître dans les flux de résultats tournois, Sharkscope et Pocket 5S pour bloquer ces statistiques. Voilà, vous enregistrez et ça marchera à partir de là. Donc pour ce qui est de Sharkscope, tout ce que vous avez fait avant va toujours être présent. Alors je crois qu'après, si on veut il y a possibilité de masquer sur Sharkscope, mais il doit falloir avoir un compte Silver ou Gold, quelque chose comme ça. Donc le seul moyen sans payer sur Sharkscope pour arrêter à un instant T d'enregistrer et d'afficher les statistiques, ça va être ça. Donc moi par exemple, vous avez mes stats jusqu'au mois de janvier et jusqu'à fin décembre et vous avez plus rien après. Voilà, bon, c'était quelques astuces en vrac auxquelles j'ai pensé et que j'avais noté au fil du temps. Il y en a sûrement d'autres, donc bon, n'hésitez pas à demander si jamais il y a des sujets qui vous intéressent. Ce que je pourrais vous conseiller, enfin moi en tout cas, ce qui m'a été très utile pour trouver tous ces trucs-là, bon, à la fois c'est d'essayer de nouvelles choses et ensuite de mesurer pour voir si ça marche. Ça a deux avantages. Bah, déjà, ça débloque mentalement. Et ensuite, on peut mesurer nos stats et voir si on est EV+. Donc même si c'est EV-, le simple fait de s'être débloqué mentalement, je trouve que c'est super bénéfique. Et la deuxième chose, bah, c'est évidemment de travailler son jeu et de voir les contenus en ligne. Là, il y a certains trucs que j'ai vus sur des vidéos au fil du temps, et voilà, c'est toujours super utile, quoi. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, et à très bientôt.